Un jour je suis né, depuis j'improvise. Voilà ma vie résumée en une phrase. Salut à toutes et à tous, je suis Pascal Laurent, comédien, dramaturge et improvisateur au sein de la LIFI, la Ligue française d'improvisation, depuis sa création en 1987. J'ai eu la chance et l'immense honneur de côtoyer les plus grands improvisateurs des deux côtés de l'Atlantique et, pour la plupart, de partager la patinoire avec eux. Avec mes invités, nous allons parler, jaser, de l'improvisation théâtrale d'un point de vue historique, technique, artistique, mais surtout humain. Et par extension, de ce qu'elle a apporté aux artistes qui l'ont pratiquée et dans quelle mesure elle a pu transformer leur vie. Aujourd'hui, pour les aventuriers de l'imaginaire, je reçois un artiste incontournable du monde de l'impro. Ou plutôt, c'est lui qui me reçoit dans sa maison à Sannois dans le Val d'Oise, Lionel Lucien Pernet. Fondateur de la LIABC, la Ligue d'improvisation Asnières-Bois-Colombes, comédien, auteur et photographe, il est la définition même de ce qu'est un authentique amateur. Je veux dire par là une personne qui aime et qui cultive un art pour son plaisir et aussi pour celui de transmettre avec passion. Car Lionel est avant tout un homme de passion et il suffit de l'écouter pour comprendre à quel point son engagement est entier et qu'il est resté intact avec les années. Salut Lionel. Salut Pascal. Ça va bien ? Ça va bien et toi ? Ouais, alors je suis super content là, d'être chez toi. On est où là ? On est à Asnières ? Non, on est... On est à Sannois. Sannois. Dans le Val d'Oise. Ouais. Dans le Val d'Oise, voilà. Voilà. Oui, j'en profite pour dire à ceux qui vont nous écouter que d'habitude je faisais les interviews de Montréal à la maison, mais là je suis en petite tournée en France pour rencontrer d'autres improvisateurs et des improvisateurs de tout poil, voilà. Et donc Lionel faisait partie des gens que j'avais envie d'interviewer par rapport à son passé, par rapport à plein de choses. Et puis ça fait longtemps qu'il fait de l'impro et puis on s'est croisés sur des matchs. Comme ça, et puis là c'est quelqu'un que j'avais vraiment envie d'interviewer, donc je suis vraiment content d'être avec toi. Eh ben, plaisir partagé. Alors, une des premières questions que je pose à tout le monde quand je fais ce podcast, c'est depuis combien de temps tu fais de l'impro, et puis comment ça a commencé pour toi, ça a été quoi le déclic, comment c'est rentré dans ta vie? Alors, ça a commencé à la même période que toi, ça a commencé en 1987. Ah oui, alors. Ouais. Ensemble. Et oui, ensemble. Ça a commencé par un prof de théâtre avec qui on était une petite compagnie, mais on jouait des spectacles avec des très gros engagements sur les scolaires, des 200, 300 dates. Et puis il me disait, je vois, tu prends ton pied, t'as la technique, ton texte, ta mise en scène, tout ça, mais j'ai l'impression que tu t'ennuies, tu vas à l'usine. Alors je lui ai dit ouais, c'est un peu ça, et il m'a dit viens avec moi lundi soir, je vais te montrer quelque chose au Bataclan. Je pense que ça va te plaire. D'accord. Juste, en 87, t'as quel âge? J'ai... bonne question, je dois avoir 23 ans. Ouais, t'es un peu de ma génération. 64. Ouais, 64, ouais, c'est bon. T'es 59, toi? J'ai 60 ans, là. T'as 60, oui, c'est ça. Je viens d'avoir 60. Oui, c'est 60, oui. Donc, t'es plus jeune que moi, quand même. Mais, oui, mais c'est quand même, ça reste quand même la même génération. Mm-hmm. Quand tu découvres justement l'impro, donc il y a quelqu'un qui va t'emmener voir des matchs au Bataclan, tu vas découvrir ça. Est-ce que t'es comédien à ce moment-là? Est-ce que tu fais un métier artistique? Ouais. Je suis comédien, j'ai un boulot à côté parce que, ça suffit pas, mais, je suis comédien, effectivement, je tourne sur des pièces et des choses comme ça, ouais. D'accord. Tu avais déjà fait, avant de découvrir l'impro au Bataclan, en allant voir des matchs, est-ce que tu avais déjà entendu parler de l'impro? Est-ce que tu en avais fait Alors, fait de l'impro comme tous ceux qui ont pris des cours de théâtre, voilà, sous cette forme-là, mais pas autrement, quoi. D'accord. Donc, t'arrives au Bataclan, tu vas voir les matchs, voilà, et là, c'est alors, la claque. J'arrive au Bataclan, j'ouvre les portes, on est arrivé en retard en plus. Je tombe sur une impro en cours, 1 minute, à peu près 1 minute 30 de jeu, le vote du public, les chaussons, c'était plus une claque, c'est une droite que j'ai pris, quoi, vraiment. Ciao debout. J'ai dit, effectivement, je veux faire ça. Et alors, du coup, comment t'as fait après pour parce que bon, à l'époque, on parle de la LIF, hein, ce que tu vas voir, c'est les matchs de la LIF, donc c'est l'équipe des Noirs de Michel Lopez, les Rouges de Galliot, voilà, et toute cette
tous ces gens-là et tout, mais c'est pas encore très démocratisé parce que eux-mêmes ils ont commencé il y a pas longtemps, parce qu'ils ont vers la fin des années 70, c'est ça qui découvre, puisque quand le Québec vient, donc il n'y a pas encore la place pour rentrer. Est-ce qu'il y a des ateliers? Tu passes comment t'arrives à rentrer dans le truc? Alors, il n'y a pas encore d'atelier, mais il y a les fins de spectacle où tu accroches les gens, tu discutes avec les gens. Et puis, un petit peu plus tard, il y a la LIFI qui se crée. En 87. Ouais. Rue de Boeuf, ouais. Voilà. Et puis, il y a des gens de la LIFI qui donnent des cours. Exact. À Clichy, dans des salles un peu pourries. Tête de l'arc, ce genre de truc. Voilà. On a une salle qui sentait le poisson qui était à côté du marché. C'était une horreur. Et ça c'est rue du Docteur Calmette, c'est pas ça? Ça doit être ça. C'est ça, c'est Tête de l'arc. C'est là où on a commencé. Et voilà, je prenais des cours là-bas, quoi. Et j'étais super assidu. Tu te rappelles de tes profs, c'était qui? Alors, je me rappelle d'un de mes profs avec qui ça s'est pas bien terminé. Donc je ne donnerai pas son nom, mais voilà. Et puis après, du coup, j'ai migré sur une autre ligue qui s'était montée en banlieue, à côté de chez moi. T'habitais où là? Là, j'étais sur Asnières. Et ça s'est monté à Bois-Colombes. Et en fait, c'était une nana qui était une aficionados, qui venait voir tous les matchs, qui était prof de théâtre et qui avait décidé de monter une ligue d'impro à Bois-Colombes. Elle s'appelait comment Elle s'appelait Maryse Duchesne. Enfin, elle s'appelle d'ailleurs Maryse Duchesne, parce qu'elle est toujours en vie. Ouais. Elle était prof de théâtre. Elle était prof de théâtre, ouais, à la base. Et du coup, j'ai pris aussi des cours d'impro avec Maryse Duchesne. Moi, je venais des cours de la LIFI. J'attendais qu'il y ait d'autres têtes pour pouvoir y retourner, quoi. Et puis, voilà, j'ai continué. Maryse est tombée enceinte. J'ai repris les ateliers. Et puis, j'ai fait 2 ans d'atelier théâtre avant d'ouvrir un atelier impro. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut en parler maintenant? Tu crées alors je sais pas comment on dit, l'IABC, ouais. L'IABC. LIABC. Ouais, Ligue d'improvisation Asnières-Bois-Colombes, parce qu'en fait, on était à cheval sur les 2 communes. D'accord. Le siège de l'association était à Asnières et les salles d'entraînement étaient à Bois-Colombes. Okay. Ce sont des communes limitrophes. Et donc, toi, tu crées cette ligue? Ouais. Tout seul? Tout seul. Ouais. Okay. Tout seul. Au départ, on est 3. Et puis, il y en a une qui, une fois qu'on dépose les statuts à la préfecture, me dit non, j'arrête, ça me fait peur. Et l'autre qui tombe enceinte 2 mois plus tard et qui me dit ma grossesse se passe mal, il faut que je reste couché. Bon. Donc c'est moi qui me retrouve avec le bébé sur les bras. Avec le bébé, voilà, concrètement. Donc tu crées ça en quelle année, ça? Alors, l'IABC officiellement, je l'ai créé en 94 et j'ai déposé les statuts en 96. Voilà. Et là, ça a été le début du chemin de croix. Ouais. Alors tu vas nous raconter peut-être un petit peu les détails, mais ce qui est important de savoir, c'est que donc tu crées ça en 96, on est en 2024, ça existe toujours. Ça existe et toujours. il y a quoi, il y a une semaine, 15 jours, t'as fait ton 500e match, ouais. Waouh. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des saisons où on a joué, j'ai calculé, on a joué jusqu'à 44 matchs par saison. C'est énorme. Ouais. Sachant qu'il y a 52 semaines. Alors, est-ce que, parce que nous, quand on a commencé à rue de Boeuf avec la LIFI, on faisait beaucoup de matchs aussi, parce que au départ, dans les années 80, même jusqu'à 90, on n'était pas payé. Oui. Voilà. Ouais. Et puis à partir du moment où il a fallu commencer à payer les gens, etc., là, ça s'est réduit un petit peu à peau de chagrin parce que ça commençait déjà, parce qu'un match d'impro, c'est presque 20 personnes. C'est lourd. 19 comédiens, ouais. Vous, c'est quoi comme statut là? Il y avait c'est une impro amateur? Ouais. J'ai voulu garder l'esprit amateur pour avoir un esprit associatif, que tout le monde se sente impliqué, tout le monde participe, tout le monde est concerné et ça garde malgré tout un bon esprit, quoi. Oui, de toute façon, on peut en parler, mais la différence entre amateur et professionnel, elle est vraiment très mince parce que finalement, c'est la même passion qui nous anime. Juste le professionnel, c'est parce que les comédiens qui composent cette ligue sont des professionnels et puis de temps en temps ils se font un peu payer. C'est la seule différence qu'il y a avec les ligues amateurs qui c'est pas forcément des professionnels et puis ils se font pas payer, mais au niveau de la qualité par contre on pourra en parler parce que
j'ai déjà vu des professionnels où c'était plutôt moyen, puis des amateurs qui sont très bons aussi. Donc c'est pas du tout un gage ou un critère de qualité, on va dire. C'est ça. Et puis il y a eu, ça on pourra en parler peut-être après, je sais pas, mais il y a eu une espèce de mainmise au départ des ligues professionnelles qui voyaient que les ligues amateurs prenaient un petit peu d'essor. Bon, j'ai essayé de dire, il y a une passerelle à créer. J'ai pas été écouté. Et résultat des courses, on voit le statut des ligues pro en France aujourd'hui et des ligues amateurs. Voilà, il y a pas photo, quoi. Ouais. Une époque, je sais plus à quelle date ça la FLI. C'est parce qu'à la fédération des ligues d'improvisation, mais là c'était des ligues d'impro professionnelles. Alors, est-ce que tu en faisais partie toi de la FLI? Non, on a essayé de se rapprocher d'eux. La FLI était en cheville avec la SACD, je crois, ou la SACD, et notamment avec l'avocat en France d'Yvon Leduc, pour les histoires de droits d'auteur du match d'improvisation théâtrale. Ok. Qui voulait interdire l'utilisation de patinoires pour les ligues amateurs, qui voulait interdire l'usage du nom match d'improvisation théâtrale, Et bien des années plus tard, en 2004, j'ai eu la chance d'aller rencontrer Yvon Leduc à Montréal. Et il m'a expliqué que tout ça, c'était un énorme malentendu et que son avocat avait peut-être fait un peu trop de zèle, entre guillemets. Il avait fait des choses très bien, mais voilà, il y avait eu donc un énorme quiproquo. En 2004, tu vas à Montréal et tu rencontres, tu dis Yvon Leduc. C'est pour quelle occasion tu y vas? Eh ben, j'y vais moi pour un voyage complètement perso. Mais je sais que la mentalité à Montréal, enfin au Québec en tout cas, est pas du tout la même. Et j'avais un contact sur place. Il m'a dit, tu peux rencontrer qui tu veux là-bas, il suffit de demander rendez-vous. Que ce soit le Premier ministre ou Yvon Leduc. Bah, j'ai dit, j'ai pas envie de voir le Premier ministre. Mais j'ai pris rendez-vous avec Yvon Leduc. Et puis, bah, il a dit oui, tout de suite. Voilà. Et il m'a refait mon après-midi complète, quoi. J'ai baigné dans l'historique. D'accord. Alors, je sais que tu es revenu plus tard à Montréal pour les 30 ans de la LNI, hein, ça, on y reviendra un petit peu plus tard, tu nous en parleras. Je voulais continuer un petit peu sur ton parcours donc par rapport à la LIABC. Ouais. Donc tu dis c'est un peu le parcours du combattant, c'est quoi les gros écueils que tu rencontres quand tu commences Bah, les gros écueils, c'est où est-ce qu'on trouve autant de chaussons? D'accord. C'est des petites choses comme ça. C'est il faut se trouver des maillots de hockey, des chandails, les fameux chandails. Où est-ce que ça se trouve? Bah à l'époque, ça court pas les rues, donc. Oui, parce que c'est pas un sport national ici. Non, donc, non. Ouais. Et puis les boutiques, enfin la boutique de hockey qui était la boutique un peu référente, vendait ça à prix d'or. J'en ai parlé à ma fameuse amie qui habite au Québec, qui s'appelle Gravel d'ailleurs, mais qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Robert, okay. Et qui m'a dit, mais pour moitié moins cher, moi je te l'ai fait fabriquer par un petit gars qui a un atelier de confection qui fait des maillots de hockey, et je te les envoie. Et ben voilà, c'est vendu. Pourquoi les ultraviolets, ça vient d'où ça? Alors pourquoi les ultraviolets Alors je précise que les ultraviolets, donc c'est le nom de l'équipe Fagnon de la LIABC. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est l'équipe qui joue les plus gros matchs en tout cas. Ultra, c'est parce que bah c'était un petit peu dans ma nature. Ceux qui me connaissent savent que je suis un petit peu extrême en tout, tout ce que je fais, que ce soit dans l'attaque d'un pot de Nutella ou dans l'achat de matériel. Et puis violet parce que tout simplement c'était ma couleur préférée et qu'il n'y avait aucune équipe d'impro à l'époque qui portait des couleurs violettes. Donc je me suis dit, vu que c'est ma couleur préférée, autant être les pionniers dans ce domaine. Bah ouais. Voilà. D'accord, donc c'est comme ça, c'est né. Et donc c'est né ultraviolet. Et on a voulu contracter le mot pour qu'il n'en forme qu'un. Voilà, et puis en même temps il y a un petit jeu de mots oui. qui va avec. Oui, d'ailleurs j'ai jamais demandé parce que moi au début avant que je te connaisse sous ton nom, donc c'est Lionel Pernet ou Lionel Lucien Pernet où on dit Alors j'ai rajouté Lucien il y a quelques années parce que c'est mon deuxième prénom. Ouais. Et c'était le prénom de mon papa, mais aussi de mon grand-père et de mon arrière-grand-père et de mon fils. Mais du coup, ouais, on dit souvent Lionel, il y a des gens qui m'appellent Lucien tout court.
Parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était sous un autre nom, que c'était Bob Le Fêlé. Exactement. Ça vient d'où ça? Alors, ça vient d'où ça? Ça vient de l'époque où je faisais un peu de one-man show. Et j'avais un personnage récurrent dans tous mes spectacles qui s'appelait Bob Le Cinglé. Ok. Et Bob Le Cinglé, un jour, je crois que c'était dans les années 90, ça devait être en 96, je crois, il y a un animateur radio sur Skyrock qui s'est fait appeler Bob Le Cinglé pendant un an. Et du coup, ça m'a plombé mon... Ah merde, il t'a pris ton ça m'a plombé mon pseudo, moi qui étais pas médiatisé. Du coup, c'est devenu Bob Le Fêlé. Devenu Bob Le Fêlé. Voilà. Ok, tout simplement. Justement, je voulais parler aussi parce que toi, tu te revendiques comme étant une ligue amateur. Ouais. Nous, la LIFI, on était une ligue professionnelle. Voilà, c'était les statuts, c'était comme ça. Est-ce que toi, tu vois une différence quand tu joues avec entre guillemets des amateurs ou des professionnels, ou au niveau de l'état d'esprit? Est-ce que tu remarques quelque chose de très différent ou pas du tout? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut voir une différence, mais il y a une différence surtout entre avant, au début, et maintenant. Parce qu'avant, il y avait peu de ligues amateurs, et les ligues amateurs se calquaient sur le modèle de jeu des ligues professionnelles et respectaient le cérémonial, le protocole et toutes ces choses-là. Et donc, ça gardait un esprit du jeu qui était propre. Il y avait des différences de niveau, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, il peut y avoir des professionnels moyens et des très bons amateurs. Tout à fait. Voilà. Maintenant, il faut savoir que des ligues professionnelles, il y en a à peu près 4 par ville. Des ligues amateurs, pardon, il y en a à peu près 4 par ville, et qu'il y a de tout, et que l'appellation match d'improvisation théâtrale, elle sert à tout. C'est des équipes de 3 comédiens habillés en poussin qui jouent de l'accordéon. Enfin, ça va être des matchs d'impro aussi, donc ça a beaucoup changé. Mais au début, non, globalement, tu t'essayais d'être une ligue qui présente une patinoire ou un semblant de patinoire. T'avais des pantoufles, t'avais un arbitre, 2 assistants, un musicien, un barillet, tout ce qu'il faut. Tel qu'il a été exporté par les Québécois quand ils sont venus en France. Exactement. Ouais. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que, alors petite différence aussi, c'est que maintenant les ligues professionnelles, je pense, pour des raisons de budget, jouent plus facilement à 4. C'est ça. Ouais. Voilà. Alors que moi, je me bats et je suis un des derniers en France, mais on maintient le match à 6, 3 hommes, 3 femmes. On maintient les 3 tiers-temps, on maintient des catégories qui sont théâtralement acceptables. Voilà. Oui. C'est pas des trucs où d'un seul coup tu dois faire une improvisation avec un chamallow dans la bouche et par grand vent où là ça peut devenir aussi très vite un peu n'importe quoi sous prétexte de vouloir repousser, de faire du spectaculaire. Ça peut devenir aussi parfois un joyeux bordel, quoi. Ça devient du Cyril Hanouna mais sur scène. Ouais, c'est ça. On est assez d'accord par rapport à ça. Même si parce qu'on a des grandes conversations avec Olivier Lecoq, j'imagine que toi aussi, concernant notamment la tenue du match et notamment de passer de 6 à 4. C'est vrai que nous, à la LIFI, on est passé à un moment donné à 4 joueurs. C'était vraiment pour des raisons de budget, parce qu'il fallait payer tout le monde, et à un moment donné, quand t'as 20 personnes, c'était plus viable, donc il fallait qu'on trouve une solution. Donc finalement, réduire, de passer de 4 à 6, ça réduisait quand même un peu les coûts, même si au bout d'un moment, ça restait quand même super cher. Ça devenait très difficile. Mais je comprends l'idée de garder dans le jus tel qu'il a été fait, tel qu'il a été créé. C'est important aussi pour rendre hommage tel qu'il a été. Ouais, puis il y a on en parlera tout à l'heure, mais il y a un personnage qui a été très important dans ma vie. Et en son nom à lui, je ne me vois pas toucher au concept, quoi. Ouais. Voilà. Alors, on va en parler de Martino, justement, puisque on va faire un saut dans le temps. Donc, tu te retrouves à Montréal, tu retournes une autre fois, mais là, c'est pour les 30 ans de la LNI. Comment ça se passe? Comment tu te retrouves là-bas? Alors, il se passe qu'entre temps, il y a un monsieur qui est venu habiter en France, qui est venu se marier en France, un monsieur qui s'appelle Pierre Martino. Donc Pierre Martino, ça a été le maître de cérémonie de la LNI du début jusqu'à 2006, je crois, si ma mémoire est bonne, 5 peut-être, enfin dans ces eaux-là en tout cas.
Et puis il est venu se marier en France et j'ai vu passer ça sur Facebook, donc je suis entré en contact avec son épouse. Et elle m'a dit maintenant on est là, il habite là, donc viens. Donc moi, faut pas me dire viens, j'ai traversé la France, j'ai été le voir, on a très très vite sympathisé, mais au-delà d'une relation amicale, puisque sa veuve maintenant, malheureusement, Pierre n'est plus là, mais m'a confié un petit peu avant qu'il ne parte et même au moment de sa cérémonie funéraire qu'il me considérait comme son fils et moi je le considérais vraiment comme un père spirituel, quoi. On passait des nuits entières à discuter du match d'impro, uniquement du match d'impro, quoi. D'accord, ouais, donc c'était une vraie rencontre. Ouais. Et du coup, je lui avais dit, il va y avoir les 30 ans de la LNI. Ça serait bien que je profite un petit peu de tes connaissances et puis qu'on aille là-bas, qu'on fasse des interviews et qu'on rencontre des gens et qu'on fasse un documentaire, un petit truc. Il m'a dit ok, il a commencé à prendre les contacts et puis il est tombé malade entre-temps, puis gravement malade, ça s'est dégradé très très vite. Il m'a dit, mon médecin m'a dit que je ne pouvais pas partir. Vas-y, fais les interviews, fais tout ce que tu as à faire. J'ai prévenu Yvon Leduc. Effectivement, Yvon m'a ouvert toutes les portes. J'ai rencontré beaucoup de monde et puis voilà, j'ai réussi à faire un petit truc, quoi. Ouais. Alors justement, quelle expérience tu tires de ça? Tu vas à Montréal, cette fois-ci tu y vas de manière un peu plus officielle pour faire ces interviews. Ces interviews que tu fais, alors c'est quoi? C'était des interviews, mais j'avais acheté un petit caméscope. D'accord. Et j'y étais avec le petit caméscope, le petit trépied et mes petites questions préparées à l'avance. Okay. Juste petite question comme ça, mais c'est devenu quoi ça, ce matériel? Tu l'as quelque part? Le matériel, je sais pas. Je crois que peut-être, mais c'est pas sûr. Quand je dis matériel, mais le support, les images, tout ça, oui, je dois pouvoir les retrouver, ouais. Ouais. Bah, ça serait intéressant. Oui. De retrouver, parce que tu dois avoir des trucs qui sont assez. J'ai un monsieur Lepage, par exemple. Par exemple, j'ai une interview d'Yvon Ponton aussi qui est extraordinaire. Et puis Sonia Vachon, Sophie Caron, Sylvie Legault. Enfin bon, Claude Legault peut-être. Je crois pas que j'ai eu Claude Legault. Réal Bossé. Réal, oui, évidemment. François-Étienne Paré, Frédéric Barbouchy, plein de monde. Mais je cherchais vraiment parmi les historiques, quoi. Tu restes combien de temps là-bas? Tu pars parti 8 jours. 8 jours, ok. 8 jours et j'ai pas pu voir les finales parce que là-bas les 30 ans c'était des matchs mano à mano. Ouais. Et j'ai pas pu voir la finale, j'avais mon vol le jour même, quoi. C'est horrible. Horrible. En tout cas, c'est une super expérience. Ouais, vraiment c'est tu replonges un peu dans l'univers originel du truc et c'est fou, quoi. D'accord. Et quand tu reviens et tout ça, tu le montres à Pierre. Alors je monte, je crois que c'était un petit 20 minutes ou un petit truc comme ça, vite fait, très mal monté parce que j'ai eu des problèmes matériels et puis le matériel à l'époque était pas super fiable non plus. Je monte ça de manière très pourrie, n'ayons pas peur des mots. Je file lui montrer rapidement et puis voilà, Pierre était déjà très 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 malade. Il l'a regardé, il a juste tourné la tête, il m'a fait un sourire, un clin d'œil. Voilà, on m'a ramené à la gare et puis là on m'a dit t'es conscient que tu le verras plus? J'ai dit oui, j'ai pleuré et puis c'était la fin. Et là je suis encore ému. Ouais, je comprends. Non, c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui compte comme ça beaucoup dans notre vie et dans notre vie professionnelle, personnelle, artistique. Et toi, c'est un mélange en fait. C'était une vraie rencontre oui. à tous les niveaux. Il m'a légué un héritage tant au niveau humain qu'au niveau du match d'impro qui est considérable, quoi. Voilà, je pense à lui, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je pense à lui, quoi. Et pourtant, il nous a quittés en 2007. Là, t'en es où par rapport à l'impro? Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté dans ta vie personnelle, professionnelle? Tout, à peu près tout. C'est-à-dire que il y a tout ce que ça t'apporte en termes de technique, déjà technique de jeu évidemment, que ce soit pour l'interprétation ou pour l'impro, hein. Et puis tout ce
tout le côté développement personnel aussi, tout ce qui est prise de parole en public, toutes ces choses-là, gestion du stress, l'aisance, tout ça, ça vient de l'impro, la répartie, les choses comme ça vient de l'impro. Puis ça m'a apporté humainement, j'ai voyagé beaucoup par et pour l'impro, j'ai rencontré des milliers de personnes, j'ai fait des matchs partout dans des conditions des fois improbables. Mais ça reste, si tu ouvres ton album virtuel de photos souvenirs que t'as dans la tête et dans le cœur, c'est monstrueux, quoi. T'as un héritage colossal, encore une fois, qui reste, quoi. Ouais. Tu continues à jouer. Ah oui, ouais. Oui. Bah, c'était quand le 500e match? C'était il y a 2 semaines, là, ouais. C'était le 2 mars. Le 2 mars, ouais, c'est ça. Ça fait une belle célébration. C'était sympa. Oui. C'était relativement énorme. Avec je te dis, j'avais fait venir un petit staff de débutants avec Michel Alban comme maître de cérémonie et Olivier Lecoq comme arbitre. Ouais, voilà. C'est pas mal, quand même. Et puis une belle équipe amateur en face qui était la Ligue de Seine-et-Marne, qui, c'est encore des gens qui jouent le jeu dans l'esprit. Ouais. Voilà. Et puis donc non, c'était un très très beau match, pas un très grand match, mais un très très beau match. Et puis moi, mon truc, c'est que je sais que dans ce spectacle-là, le seul truc qui te motive, c'est l'amusement et le plaisir. Le jour où je ne prends plus de plaisir, j'arrêterai. Mais là, pour l'instant, je l'envisage pas. Ce spectacle me plaît toujours autant. Vous avez du monde qui vous suit depuis longtemps, j'imagine, depuis que t'as créé la LIABC. Ouais, on a un public assez fidèle. Bon, petit public, on a une petite salle une centaine de personnes, mais on a des habitués qui reviennent depuis des années. C'est bien déjà. Et qui sont contents de nous trouver, voilà. Et on revient à l'esprit amateur, mais moi je me bats pour que dans cette petite salle les prix restent à 5 € la place. Ce qui fait que quand t'as une famille de 2 adultes avec 2 gosses qui viennent voir un spectacle vivant, 20 €, 20 € ils peuvent et ils sont contents. Voilà. Vous touchez pas d'argent de la ville, rien, il y a rien du subvention. Tout. J'ai toujours refusé de remplir les dossiers de demande de subvention, parce que je ne veux rien devoir à personne, en fait. On arrive toujours à s'autofinancer. Et la salle, par exemple, c'est... Alors, la salle, c'est une salle que je loue. Que tu loues? Que je loue, ouais. Et on s'est fait financer 2 ou 3 fois pour faire des gros matchs événements dans des grandes salles de la ville. Donc là, effectivement, ils nous subventionnent en termes de salles, de matériel, de techniciens, tout ça. Voilà, tout ça c'est offert. Mais voilà, ça en reste là. J'ai jamais pris un centime de quelque municipalité que ce soit, quoi. Et c'est ça que je trouve qui est bien aussi dans l'esprit entre guillemets amateur, c'est que ces ligues-là se donnent les moyens de réaliser leurs rêves et d'aller au bout de leur ambition. Des fois, les professionnels peuvent être stoppés, arrêtés par certaines contraintes que les ligues amateurs ont pas, en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est aussi vivant. Là, j'avais noté que vous avez fait un tournoi d'impro amateur de Paris, donc qui était parce que j'ai vu, tu me diras si je me trompe, mais qui était initié par la LIBAP, la Ligue d'improvisation du barreau de Paris, et à laquelle participaient donc la LIBAP, vous, les malades de l'imaginaire et les non-sens. Ouais, exactement. C'est la LIBAP qui organisait ça. Qui organisait ça, ouais. Et la LIBAP, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la Ligue d'improvisation du barreau de Paris. Voilà, c'est ça, composé majoritairement de judiciaires, avocats ou autres, il y a aussi des magistrats. Et non judiciaires. Voilà, mais majoritairement c'est des judiciaires. J'ai joué un peu à la LIBAP, j'ai formé à la LIBAP aussi d'ailleurs. Nous on en a un qui était venu jouer à la LIFI, c'était Gérard Salaberry. Gérard, ouais. Ouais, mais Nathalie a joué. Et aussi. Nathalie aussi elle a joué, ouais, effectivement. C'est Nathalie comment déjà? Gagny-Raymond. Gagny-Raymond, c'est ça. Et je l'ai vu jouer à Reuilly, je crois. Ouais, ouais. Début 2000, possible, 2001, quelque chose comme ça. Ils ont fait des excursions à la LIFI, un petit peu. C'est vrai que c'était. Ils ont la belle parole, hein. Ils ont la tchatch. Hein. Et Vincent Tribou. Vincent Tribou, il a fait partie de la LIBAP. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais. Exact. Et Vincent aussi. Et c'est vrai que c'est pour les avocats en tout cas, c'est des beaux parleurs.
Ils ont la tchatch. Ouais. Et les malades de l'imaginaire, les non-sens, tout ça, c'est des quoi? C'est des ligues aussi amateurs? C'est des ligues amateurs. Les malades de l'imaginaire existent encore. Ils font des belles choses. Ils font des beaux spectacles dans leur salle. Ils font vraiment des chouettes trucs. C'est une belle ligue. Ils respectent aussi le cérémonial et tout ça. Les non-sens, je suis pas sûr que ça existe encore. J'ai pas de. Alors c'était quand ça? C'est sur l'impro là dont je parle là. C'était il y a quelques années quand même. Ah oui, ça remonte à un paquet de temps. J'ai pas la date en tête, mais j'ai un triste événement pour me rappeler de ça. C'est à l'époque où la LNI a fait une tournée en France et où Yvon a eu son accident, son AVC. J'y étais, c'était, je crois que c'était pendant les 20 ans de la LIFI, ou les 25 ans. Les 25 ans de la LIFI. Et on était, à l'Élysée-Montmartre. Ouais. Et quand il a fait son AVC, ouais. Voilà. Et donc, c'était, pendant cette tournée-là, ouais. Exact, ouais. Je me souviens, ouais. Ah ouais, non, ça remonte un petit peu. Ouais. Donc oui, tu vois, donc l'impro, on a compris, ça t'a passionné. Est-ce que t'as organisé d'autres événements, parce qu'on parle de matchs, mais est-ce que t'as participé à d'autres choses, je sais pas, des formules cabaret, ou est-ce que toi-même t'as imaginé, t'as créé des choses, ou comment ça évolue pour toi cette aventure de l'improvisation? Est-ce que ça a pris d'autres formes? Alors oui, ça a pris bien souvent, ça a pris d'autres formes. Il y a eu une prolifération de cabarets à un moment un peu partout sur Paris. Et du coup, il y avait, comme partout, à boire et à manger, mais je pense que l'essentiel déjà, c'est de créer. Et puis après, si tu vois que c'est bien et que ça a un intérêt artistique, poursuis. Si tu vois que t'es juste là pour faire rire, arrête. Et puis j'ai été sollicité pour jouer sur plusieurs cabarets. Après, t'es pris aussi d'envie de créer toi-même ton propre spectacle, parce que ça fait aussi partie du boulot, quoi. Donc alors t'as fait quoi, par exemple? Ça donne quoi? Alors ça a donné un spectacle qui s'appelait Les Arènes de l'impro, et qui était pas très bon. C'était sur le principe de 3 équipes de 2 qui s'affrontent, avec un public qui vote à la fin, et un personnage à qui on mettait une couronne de laurier sur la tête, un personnage du public, et qui avait droit de vie ou de mort sur les équipes. Donc il levait son pouce en l'air ou vers le bas pour dire telle équipe reste. Ouais. Et on avait aussi une fausse geôle où on mettait les comédiens en prison quand ils étaient punis par l'empereur, quoi. C'était pourri. Et puis ensuite, j'ai créé un spectacle qui s'appelle La couleur de vos rêves, qui là en fait est basé sur 4 comédiens qui représentent des couleurs. Okay. Bleu, vert, jaune, rouge, et on est dans l'univers du rêve. Et vraiment, on explore tous les cycles de sommeil léger, profond, paradoxal, etc., avec des gens qu'on met en condition dès le départ. Ils sont accueillis par une infirmière ou un infirmier. On leur donne une pilule préparatoire qu'ils prennent pour leur dire que c'est vital pour vivre l'expérience. Ils déposent un mot dans l'urne, c'est le titre de leur rêve. Ce mot est tiré au sort. Et on a une roue qui tourne et qui définit la première couleur qui va commencer. Voilà, c'est fait de manière complètement aléatoire, et si ça tombe sur le bleu, c'est le bleu qui propose son rêve. Évidemment, chaque couleur interprète un petit peu une façon de jouer, une coloration, manière, vraiment. On va dire, ouais. C'est ça. Ouais. Voilà, et quand une couleur est choisie, par exemple, les autres comédiens se mettent au service de cette histoire-là. Voilà, ils peuvent rester assis sur leur chaise et ne pas intervenir. D'accord. Si l'impro se passe bien. Et puis ils peuvent intervenir aussi librement, quoi. D'accord. Voilà. Tu l'as pas mal tourné, ce spectacle, un petit peu? Il est là depuis 2005. Donc il continue à tourner, on le joue 3-4 fois par an, donc il commence à trouver un rythme de croisière, une forme, et des gens qui aiment. Et toi, ton activité, on va dire,
annexe, annexe si on veut, c'est parce que t'es toujours comédien, tu Ouais. fais à côté de ça, tu fais quoi? Tu fais du théâtre, tu fais un peu de télé, tu fais d'autres choses. Alors théâtre évidemment quand je peux parce que c'est ce que j'aime le plus. Tout ce qui est filmé, je déteste. C'est-à-dire que quand il faut aller chercher de l'argent, on va aller chercher un casting pour faire une silhouette ou un truc comme ça, parlante ou pas d'ailleurs, mais voilà, mais bon, les figurations, c'est l'enfer, et puis c'est pas ma cam une fois de plus, On est d'accord, et ouais. me voir à l'écran, c'est pas non plus ma cam, même si c'était un rôle ou un truc comme ça, je ne cours pas après. Ouais. Je préfère vraiment être au théâtre. J'ai vu que tu avais fait aussi, c'est passé un petit peu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'était des petites scènes sur l'égalité professionnelle Équité. homme-femme. Ouais. Qui s'appelait comment ça? Équité. Équité, voilà. Équité, la série. Et d'où c'est venu ça? En fait, c'est venu que je mettais en scène une comédienne sur son One Woman Show. Donc on peut la citer, c'est Aurélien. C'est Claire Valentin. Ah non, c'est Claire Valentin. Claire oui, Valentin, ouais. Parce que t'as pas mis aussi J'ai mis Aurélien aussi en scène, ouais, j'en ai mis Vas-y. quelques-unes en scène, mais Voilà, c'est ça. mais Là, voilà. c'était Claire Valentin. Là, ok. c'était Claire Valentin, et Claire Valentin était comédienne, très très bonne comédienne amateur, mais amateur. Elle avait un vrai boulot. Improvisatrice aussi? Alors non, non. plus vraiment dans l'interprétation. L'impro pour elle c'était compliqué. Et elle avait décidé de se lancer sur un one woman show qu'elle avait coécrit au départ avec son compagnon, et puis après on s'est mis à trois pour le coécrire, parce que moi je le dialoguais plus en fait, c'était mon audiarisation des textes existants. Et puis elle me parlait beaucoup de son boulot. Elle travaille dans une grande société de communication française, enfin télécommunication, portant le nom d'une couleur. D'accord. Et Oui, puis ok, je vois, voilà, tu on voit bien. Ok. Et puis du coup, elle était aussi engagée sur les causes féministes, qui moi me tiennent à cœur également, malgré ce que je peux laisser apparaître sur les réseaux sociaux, qui, je le rappelle, n'est pas un journal intime ni quoi que ce soit. Mais c'est ton personnage. Oui, voilà, c'est ça. Mais un peu toi j'aime aussi, bien que les gens le prennent au premier degré. Ça me pousse à en rajouter toujours. Et du coup, elle m'a dit ouais, j'aimerais bien qu'on fasse une série. Voilà, elle a commencé à écrire des petites capsules. Je les ai dialoguées et puis on les a tournées. On en a tourné quelques-unes. C'était autoproduit. On a eu un rendez-vous, alors là c'était en 2017-2018 au ministère de l'égalité, tenu par une certaine Marlène Hess. Ok, d'accord. Qui a adoré, qui voulait donner des sous pour qu'on puisse continuer à promouvoir, et elle n'a rien donné. Oui, elle a peut-être gardé pour elle. On va savoir. On ne sait pas. On va pas non plus, mais non. on ne sait pas. Non. Voilà. Enfin, il y a eu des subventions qu'on n'a jamais vues. Ok. Voilà. On sera pas les seuls. Et puis du coup, à un moment, faute de financement, au bout d'une 15-20 capsules, ça s'est arrêté, quoi. Ouais. Ça s'est arrêté. Voilà. C'est Mais ça, ça me faisait plaisir de le jouer, d'être face cam, parce que avec une partenaire que j'aime beaucoup, avec des conditions. Le chef op était super, l'ingé son était super. Enfin bon, tout était nickel. Équité, c'est une série sur l'égalité professionnelle. T'as pas dit femme-homme. Allez, tu dégages, tu vas me faire un café. Ouais. Équité, c'est une série sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Avec un sucre, s'il te plaît. Et du lait aussi? Oui, pourquoi pas. C'est bien avec du lait. T'as fait pas mal de mise en scène aussi, donc tu disais t'as travaillé parce qu'on parlait d'Aurélia, qui est une amie qu'on a en commun aussi, qui fait partie de la LIFI. C'est toi qui avais mis en scène son Mona Lisa? Ouais, non, pas Mona Lisa. Elle m'a Lisa. demandé, j'avais refusé pour des raisons personnelles que j'ai pas envie d'évoquer. Et donc voilà. Après, j'avais mis son One Woman Show en scène. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Aurélia, c'est mon bébé d'impro, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Aurélia, elle a poussé la porte de la Ligue en 2000. Elle avait 14-15 ans, un pantalon trop grand, des yeux exorbités. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fous là? Elle m'a dit, je viens juste accompagner une copine. Je lui ai dit, écoute, ici, on regarde pas.
soit tu participes, soit tu te casses. Voilà, donc elle a participé, elle m'a fait une impro. Je lui ai dit, toi, tu viens me voir à la fin de l'atelier, je veux te parler. Et puis, ça a duré 25 ans, quoi. Ouais, ça, c'est fou, c'est le nombre de, j'ai plein d'exemples comme ça aussi de gens qui sont là par hasard, qui accompagnent. Finalement, l'autre, on t'entend plus parler. Non. Et puis, c'est celui qui accompagne, C'est ça. qui reste Et puis, elle en a fait son métier. et qui en a fait son métier. Ouais. Ouais. Alors, on la salue, Aurélia, si un jour elle nous écoute. Voilà, moi j'ai eu l'occasion de jouer avec elle aussi, à l'IFI, c'est une super comédienne et une très belle partenaire de jeu, sans aucun doute. Une super imagination, une patate incroyable. Et puis en 25 ans de jeu et de soirées passées ensemble et tout ça, on a eu l'occasion de développer en plus une surcomplicité qui dans la patinoire faisait des étincelles, quoi. Ouais. Elle reste une de mes... Tu sais, t'as 3-4 impros comme ça qui te restent dans tout ce que t'as joué. Mais il y en a une avec elle, une comparée à deux où je l'ai encore en tête à vie, celle-là. Voilà. Ouais, c'est sûr que ce type de spectacle et puis l'improvisation en particulier, comme ça te permet un petit peu parfois de se transcender, c'est-à-dire il y a aussi des choses qui nous échappent, ça peut nous amener parfois à vivre des expériences qui sont de l'ordre de l'inoubliable. Ouais. Tout à fait, j'en ai vécu, j'en ai vu aussi, j'ai vu des gens voir une improvisation dont je me rappellerai tout le temps. Je pense notamment à une impro que j'avais vue, c'était au Bataclan entre c'était Pierre Laplace et Christophe Allwright. Ils étaient à deux, 8 minutes en vers, à deux. À la fin, t'as le Bataclan, les gens sont debout en train d'applaudir et personne veut voter parce que c'était une mix, personne veut voter. C'était ce qui tout le monde criait égalité. Je sais plus qui c'est, je crois que c'était pas Julien Gabriel à l'époque qui était arbitre. Et il en peut plus, ça dure. À un moment donné, il dit bon votez. Et puis il y a quelques mains qui se lèvent. Il dit bon 2-3 majorité les machins. Personne voulait voter. Il y en a 3 et puis 2 et puis voilà. Puis il a tranché comme ça dans le vif, mais c'est des souvenirs qui sont vraiment très forts. C'est gravé, ouais. Et puis on en a tous vécu aussi sur scène aussi des moments assez exceptionnels. Ouais. Je peux te rajouter un tout petit truc sur Aurélia, une petite. Oui, vas-y, dis-moi, bien sûr. C'est pas du tout dans le match d'impro, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a je sais pas 7-8 ans, j'ai monté une pièce que j'ai écrit et que j'ai mis en scène. On m'avait commandé ça, donc voilà. Et on m'avait demandé que des comédiens amateurs. Et il arrive, donc on avait 10 dates à jouer à partir du mois de juin. Et il arrive au mois de janvier-février où ma comédienne principale me plante. On s'engueule fort, elle se tire. Allô, Aurélia. Aurélia m'a fait d'accord, ok, je lui dis tu bloques tous tes lundis jusqu'au mois de juin, d'accord, t'as 10 dates de représentation, d'accord. J'ai mis Aurélia en scène sur ce truc-là. Et 3-4 ans après, dans le même théâtre, au même atelier, à la cave à théâtre de Thierry Laurent, donc on peut le citer. Hein. Ah, Thierry. Bah oui, Thierry, ouais. C'est pour ça que je t'en parle, parce que je sais que on connaît tous Thierry. Et Aurélia met 12 hommes en colère en scène. Et je vois que c'est sur le programme, c'est Aurélia qui va mettre le truc en scène. Je caste, je suis pris rien que pour le plaisir d'être mis en scène par Aurélia, même pas pour jouer la pièce, même si j'ai kiffé la jouer et qu'elle m'a gratiné d'un rôle compliqué d'ailleurs, mais voilà, j'ai kiffé avoir ce retour d'ascenseur avec Aurélia, quoi. Ouais, mais ça fonctionne un peu comme ça aussi dans ce métier, c'est ça qui est bien. Quand ça se passe bien, c'est un échange. Puis quand t'es heureux de jouer avec quelqu'un, en général, t'aimes bien recommencer l'expérience. Ça me faisait tellement plaisir de voir cette gamine que j'avais fait former à son premier cours d'impro. Ouais, qui là te met en scène des années plus tard. Voilà. Puis tu te laisses porter, tu te tais, t'exécutes, quoi. Ouais. Et écoute, j'aimerais finir un petit peu sur ton parcours personnel, parce que bon, on a vu l'impro, pourquoi t'en faisais et à quel point tu étais passionné et pourquoi tu continues à en faire. Là,
tu t'es aussi ouvert à d'autres activités, à d'autres choses. Tu as fait de la mise en scène, on en parlait, tu es comédien. Et puis récemment, t'as abordé la photographie aussi. Ouais. D'ailleurs, on pourra peut-être dire à la fin où est-ce qu'on peut voir et, Avec plaisir, et citer trucs. complètement. Parce que moi, j'ai découvert sous cette facette que je ne connaissais pas. Tu t'es lancé là-dedans il y a combien de temps À l'issue du confinement, en fait, ça m'a pris pendant le confinement Le nombre de gens qui ont changé, Voilà. pas qui n'ont pas changé de carrière, mais qui ont fait d'autres choses, qui se sont découverts d'autres passions avec le confinement, c'est incroyable. Et ça, c'est ça. Bah, disons que c'est quelque chose que j'aimais bien, et puis j'étais pas doué. Et quand tu as du temps libre à ne plus savoir qu'en faire parce que tu te fais chier littéralement C'est ça, chez toi, et qu'en plus t'as le CPF qui t'appelle pour te dire que ton compte est gavé d'argent, que ça déborde et que tu peux te former, tu te dis bah pourquoi pas, je vais pas leur laisser cet argent, il est à moi. Allons-y. Donc voilà, et puis ça m'a permis de faire donc trois certifications, de passer par des écoles et d'appréhender d'autres techniques, de reprendre des techniques de base, et puis de me former sur le portrait entre autres, et le travail de post-production sur Photoshop et toutes ces choses-là. Et donc là, on peut voir ton travail, quoi. C'est Photo Liberta, c'est ça? Voilà, Photo Liberta avec un F au début. Avec un F, ouais. F-O-T-O et Liberta. Ouais. Et ça, on peut te suivre sur Instagram. Sur Instagram, et puis après, je pense qu'en cherchant sur Facebook et j'ai un site internet aussi, qui doit être un truc du style photoliberta.fr ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc voilà, si vous nous écoutez, allez faire un tour sur Photo Liberta, allez voir, c'est un beau travail. Il faut des followers. Et puis non, mais c'est vraiment bien ce que tu fais. C'est alors d'ailleurs, tu définirais ça comme quel style Alors. Parce que tu abordes pas mal de choses. Tu sais, t'as fait des trucs au niveau du sport aussi. Moi, au départ, c'est vraiment les portraits. Les portraits, parce que l'humain m'intéresse vraiment en termes d'esthétique. Mmh. Parce qu'au moins l'esthétique, on regarde son visage ou son corps, on n'a pas à supporter ce que dit la personne, donc voilà, l'esthétique, c'est génial. Non, mais plus sérieusement, j'aime beaucoup faire du portrait pour l'esthétique. Évidemment, quand je fais de la photo de rue, il faut qu'il y ait un personnage. C'est le personnage qui va m'intéresser pour raconter une histoire dans ma photo de rue. Des portraits un peu plus lingerie et nu artistique, parce que c'est joli malgré tout. Enfin, moi je trouve ça joli. Ouais. Voilà. Et puis aussi de manière alimentaire, je fais quelques reportages sportifs, notamment les matchs de rugby, les combats de boxe. T'en as fait toi, du rugby et de la boxe? Alors aussi, moi j'ai pas fait de rugby parce que c'est trop violent. J'ai fait 10 ans de boxe thaï. C'est plus doux comme sport. Oui, si on veut. Il y a moins de commotion cérébrale à la boxe thaï qu'au rugby. Hein. Ouais. Il y a beaucoup plus c'est un sport où il y a vraiment beaucoup de blessures. Puis j'ai jamais compris que le ballon n'était pas rond et que on doit l'emmener en arrière pour aller de l'avant. Donc j'aime bien le regarder, mais c'est quelque chose que autant je peux ni jouer de batterie ni de piano parce que j'arrive pas à dissocier les mains. Autant dissocier l'idée du ballon qui va vers l'arrière pour aller vers l'avant, je n'y arrive pas non plus. C'est mon côté un peu con, ça, je ne sais pas. Donc voilà, je suis pas doué là-dessus. Donc voilà, donc la boxe thaï, j'en ai fait 10 ans. D'accord. Donc on peut voir ton travail, donc on disait sur Instagram, à Photo Liberta, et donc tu fais aussi, tu fais de façon professionnelle, donc tu peux proposer tes services. Exactement, je travaille, je me suis installé à mon compte il y a 2-3 ans. Et puis donc, oui, effectivement, registre du commerce, je peux facturer, et puis et je ne fais surtout ni les mariages ni les photos d'identité, parce que c'est le nombre d'appels que je reçois le plus. Ouais, oui. Voilà, donc je ne fais pas ça. Non, on a bien noté, on a bien compris. Pour finir, par rapport à l'impro, c'est quoi tes projets à venir là? T'as des choses qui vont arriver bientôt? On a vu que t'as fait ton 500e match. Ouais. Bon, le 1000e, c'est pas pour demain, mais... Non, alors je suis pas tout de suite, parce que je pense qu'on est déjà pas nombreux à en avoir fait 500. Il faudra demander à Olivier Lecoq. Je lui ai demandé, justement, puisqu'on a bouffé ensemble après le match, et il avait beau chercher, il me dit,
peut-être au Québec, mais Oui, sûrement au Québec, il doit y en avoir. Mais pas forcément tant que ça. Je pense qu'on peut les compter sur Ouais. les doigts d'une main de Django Reinhardt. Hein, c'est Clair, ouais. ouais. Moi, j'en ai fait beaucoup, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est comme tu disais au début, on faisait je sais pas combien de matchs par année parce que c'était pas, on n'était pas payé, donc on multipliait entre les championnats de France, Île-de-France et plein de trucs et tout. T'en faisais beaucoup. Puis à un moment donné, ça s'est entre guillemets professionnalisé. Il a fallu payer les gens et puis là, on en faisait beaucoup moins. Puis à la fin, on faisait quoi? On faisait 10 par an, c'était énorme, quoi. Ouais, alors que au début, t'en faisais, je sais pas, 50, 60 par année, quoi. C'est ça. Et donc, là, c'est sûr que là, t'as accumulé. Ah bah oui, je te dis, il y a au moins 8 ou 9 ans où j'en ai fait une quarantaine par année, quoi. Ouais, non, c'est sûr que... Voilà, puis il y a aussi les périodes de festivals où tu pars sur des festivals de matchs d'impro et là, tu sais que tu vas manger 2 matchs par jour en tant que joueur. Ouais, c'est ça. Pendant 4 jours. Donc, en 4 jours, t'as fait 10 matchs, quoi. 8-10 matchs. Ouais, c'est ça. Soit plus ce que t'arbitres et machin. Donc... Ouais, tu arbitres aussi, alors. Oui, aussi, oui. Bah, du coup, tu peux pas, alors, pour moi, là, c'est ce que je m'attraque à mes élèves, mais, intéressez-vous au spectacle que vous jouez. Ouais. Pour moi, c'est la base. Quels que soient les postes. Mais bien sûr. Ouais. Faut connaître tout. Enfin, je veux dire, tu vas pas aborder une pièce de théâtre, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit l'auteur, l'époque ou quoi, sans t'intéresser à ce que tu joues. Là, pour le match d'impro, c'est pareil. Et donc, le poste de l'arbitre est pour moi le poste le plus marquant. C'est tous les gens qui vont voir du match d'impro te disent, je me souviens du mec qui a eu la première étoile, je me souviens de l'arbitre. Ouais, c'est ça, ouais. Et Pierre Martineau, lui, te disait, un match d'impro, c'est 3 équipes. C'est les bleus, les rouges et le staff. Et le staff est la première équipe du match. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de staff, il n'y a pas de match. Et tu parlais de Julien Gabriel tout à l'heure. Je crois que c'était lui qui s'était retiré une fois au Bataclan, qui avait dit, allez, on terminait, machin. Je sais plus ce qu'il y avait eu comme je faudra demander à Olivier Lecoq. Ouais, ça me parle pas, ça. Et moi, ça me parle bien. Et du coup, fin du truc et tout, et plus de lumière, terminé. Le match était pas fini, hein. Le staff s'était retiré. Ah ouais, c'est ça. Ah, ce serait possible, ce serait bien le genre à faire ça. Oui. Mais là, je t'avouerais que la mémoire me fait défaut. Donc ouais, pour finir, je disais, ce serait quoi tes projets alors à venir, professionnels, on va dire, un pro ou autre? Alors, continuer à développer mon activité pro en photo, parce que j'aimerais que ça tourne un peu plus pour gratter moins de petits boulots à côté, parce que les temps sont durs, ma bonne dame. Projet scène, continuer à faire vivre la LIABC, mais en faisant déjà passer le message que je suis plus près du générique de fin que du début, donc. Non, mais il y a des cours qui sont donnés régulièrement. Il y a des cours, oui, on a 5 ateliers par semaine. Voilà. Tu peux dire, c'est quand? Alors on a les débutants qui sont le mardi à 20h. Les initiés le mercredi à 20h30, les confirmés et les ultraviolets le mardi à 21h30, puis on a 2 cours de développement personnel le vendredi à 20h et à 21h30. D'accord. Et les gens qui viennent suivre des cours à l'année, à la fin de l'année, vous leur proposez une petite rencontre, un truc comme ça? Pour ce qui est des matchs, de l'atelier match impro, pas l'atelier développement personnel, oui, on leur propose un match, toujours un match de fin d'année. D'accord. Voilà. Et puis c'est dans le but de les amener vers l'atelier ultraviolet. Et ça, où est-ce ils se renseignent où pour Alors, ça, on a notre site internet, donc liabc.fr. Ok. On est tout en .fr. Nous, je suis en train de remarquer ça doit être moins cher. Je sais pas. Et puis, de toute façon, je pense pas qu'on soit amené à se développer à l'international. Hein. Et puis, sinon, on est surtout présent en local, quoi, sur les forums associatifs, les choses comme ça. Et puis. Là, les gens viennent et c'est pris d'assaut généralement très très vite. Ouais. Premier jour. Il y a un gros travail au niveau associatif, j'imagine. Ouais, c'est énorme. C'est toujours. Là, cette année, je vais faire mon 30e forum.
Ce qui est... Ouais, c'est fou. C'est des journées complètes derrière un stand. Bonjour, je peux vous renseigner, blabla, et toujours le même speech, quoi. Et puis t'as toute la partie relationnelle avec les municipalités, les choses comme ça. Ouais. Tu disais que toi tu commences à arriver un peu sur la fin. Bon, et je vois ce que tu veux dire, même si ça va encore, mais oui. Il y a la relève, il est assuré. Je suis en train de mettre des choses en place. Ouais. Les gens commencent à prendre des ateliers, ils sont formés. Le plus compliqué, c'est de les former à l'état d'esprit que je voudrais qu'ils pérennisent, parce que aussi bien l'état d'esprit du spectacle lui-même que l'état d'esprit de la ligue d'impro, qui vraiment doit rester quelque chose d'amateur et d'accessible. Moi, je te connais un petit peu, même si tu connais pas tant que ça, mais de ce que je connais un petit peu de ton personnage, je pense que tu sauras insuffler cet esprit-là aux gens que tu côtoies, et j'ai pas de doute quant à la continuité de l'IABC. J'espère, je croise les doigts, mais enfin, il y a un proverbe qui dit que t'as beau avoir un bâton solide, tu peux taper sur un âne s'il veut pas avancer. C'est vrai. Voilà, voilà. Je dis. Voilà, mais peut-être pour boucler le truc, c'est tout à l'heure tu me demandais ce que ça m'a apporté l'impro, et là je termine sur un proverbe. Ouais. Moi, il y a un proverbe persan qui est un peu une devise chez moi, puisque tu peux voir, c'est écrit sur tes bras, sur mes bras à l'encre indélébile. Mais ce proverbe persan, il dit: qui parle sème, qui écoute récolte. Et ça, pour moi, c'est une vraie philosophie de vie, quoi. On peut m'associer à un taiseux des fois ou quelque chose comme ça, mais j'écoute, j'engrange, et puis après, Ouais, mais ce qui fait, regarde, ça fait quoi, ça fait 40 ans, plus de 40 ans que t'es dans le... Ah ouais, pas loin, ouais, 37. 37, ouais. Et avec la prédiction de... tu montes une ligue amateur, de toute façon, dans 2 ans, t'es plus là. C'est ça. Ça, c'est un moteur. Ouais, exactement. Mais voilà, ça montre aussi les gens qui tiennent aussi longtemps, c'est pas par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Et les gens qui tiennent aussi longtemps et qui continuent à faire exister leur première passion, et il y a pas de hasard. C'est que voilà, c'est des gens passionnés en général. T'as employé le bon mot, c'est la passion. C'est ça. La passion, c'est une flamme, et voilà, faut. Comme bientôt elle va être olympique, la flamme, faut la transmettre, quoi. C'est ça. Écoute, je te remercie, Lionel, de m'avoir passionnément parlé de ta passion, de l'impro, de ce que tu faisais et tout. Ça m'a fait vraiment plaisir de recueillir ton témoignage. Yes, moi ça m'a fait très plaisir de te revoir, et puis d'avoir cette petite conversation avec toi. C'était génial. Avec plaisir. Salut Lionel. À une prochaine. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez au plus grand nombre et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu. Dans le prochain épisode, retour sur les terres de l'improvisation à Montréal avec un autre acteur, un véritable couteau suisse de l'improvisation, fondateur et directeur artistique des productions de l'Instable, fondateur du Gym, un centre d'entraînement pour artistes en art vivant, joueur officiel de la saison de la Coupe Charade au théâtre de la Hélénie depuis 2005, Frédéric Barbucci. Mais jusque-là, portez-vous bien et que l'improvisation soit avec vous. Salut!